Saviez-vous que durant la Seconde Guerre mondiale, les navires alliés utilisaient des boucliers énergétiques pour se protéger des mines marines? Ça peut sembler un peu exagéré, mais en réalité c'était un mécanisme assez simple qui sans contact pouvait faire disparaître le navire. Pour les mines marines et les dispositifs similaires, bien sûr, sans les détruire ni même avoir à les détecter. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué comment les Allemands détruisaient des mines grâce à un avion spécial. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un concept assez similaire, mais beaucoup plus avant-gardiste et d'envergure, qui parvenait à protéger totalement les navires des ennuyeuses mines sous-marines. Et il ne s'agissait de rien d'autre que du dégaussage, un système qui, grâce à une simple électricité, rendait les navires invisibles à tout dispositif magnétique. Aujourd'hui, nous allons parler des premières technologies furtives des navires, 50 ans avant même que celles-ci ne voient le jour. Alors, eh bien, installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Dans la vidéo précédente, nous avons également vu comment les mines britanniques posaient un problème aux U-Boot, et il en allait de même pour les navires alliés, car les mines allemandes étaient partout, et encore plus présentes dans les zones de débarquement vitales. La plus dangereuse de toutes était celle de la série Luftminen, ou Luftminen, qui était larguée par voie aérienne et très variée. Elle contenait 500 à 1000 kg d'explosifs, et pouvait faire exploser toute coque. Un rayon d'action de 10 mètres autour d'elle, pendant 1939 et 1940, a causé d'énormes pertes à la Royal Navy britannique. On peut le voir exprimé dans ce document américain de 1953. En septembre 1939, les Allemands ont commencé à poser des mines magnétiques le long des routes maritimes au large de la côte est de l'Angleterre. En 3 mois, 44 navires reposaient au fond du canal, victimes d'une arme pour laquelle il n'y avait pas de défense. L'effet des mines a été immédiat, et il était nécessaire de créer une contre-mesure pour protéger les navires. Exactement comme cela s'est passé avec les Allemands, et le développement du Junkers, 52 messes. La guerre contre les mines pour les Britanniques a commencé lorsqu'ils ont capturé une mine ennemie intacte, un événement que l'on peut également voir décrit dans le document mentionné précédemment. Au cours de la nuit du 22 novembre 1939, on a observé des mines tombant en parachute dans l'estuaire de la Tamise, au large de Shoebury Nest. Heureusement, l'une d'elles a été repérée à un endroit découvert pendant la marée basse. Grâce à une combinaison de bonne gestion, d'audace et de chance, la mine magnétique a été ramenée à terre le 23 novembre puis sécurisée et étudiée en détail. La mine capturée. En réalité, ce n'était pas grand-chose. Elle était aussi avancée que les mines britanniques. Cependant, il était impossible que l'Allemagne ait atteint en 5 ans le même niveau technologique que les Anglais en 25 ans. Ce qui indiquait qu'en 1923, dès la fin de l'occupation, l'Allemagne avait continué à développer des mines, violant le traité de Versailles dès qu'elle en a eu l'occasion, en étudiant la mine. En quelques jours, les scientifiques britanniques ont trouvé un moyen de rendre les navires invisibles aux mines allemandes. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les mines magnétiques détectaient généralement uniquement la perturbation du champ magnétique créé par le navire par rapport au champ magnétique terrestre, ce qui, par induction, générait un petit courant électrique qui activait le détonateur de la mine. Le plan des scientifiques était donc de recouvrir toute la coque du navire avec un câblage formant une bobine. Lorsqu'un courant électrique puissant était appliqué, le navire générait un champ magnétique comme un électroaimant, créant ainsi 2 défenses possibles, selon les besoins du navire. Premièrement, le navire pouvait générer un énorme champ magnétique, plus grand que la normale, ce qui faisait exploser les mines bien avant qu'elles ne s'approchent du navire. La seconde était encore plus intéressante. En faisant circuler une quantité d'énergie spécifique, on pouvait neutraliser la perturbation du champ magnétique créé, ce qui faisait que les mines ne détectaient tout simplement pas le navire. Avec une efficacité supérieure à 90%, ce système était totalement parfait, après son développement. À l'été 1940, 2000 navires logistiques ont commencé à utiliser le dégaussing 2 pour soutenir le conflit. 438 400 mètres de câbles ont été nécessaires pour ce travail titanesque. Mais est-ce que cela en valait la peine ? Le dégaussing a fait chuter en flèche les pertes causées par les mines, rendant relativement sûr le voyage dans l'Atlantique, en mettant de côté le Subo bien sûr.
La baisse d'efficacité des mines a rapidement poussé les Allemands à adopter des contre-mesures. Les Allemands ont créé un autre type de mine avec une détection différente, les mines conventionnelles. Ou maintenant, à ce moment-là, appelées mines rouges, elles détectaient les changements positifs dans le champ magnétique, mais les nouvelles mines bleues détectaient les changements négatifs. C'est-à-dire que lorsque le système de dégossage compensait la perturbation magnétique du navire et qu'il dépassait un peu, la mine bleue parvenait à détecter cette surcompensation. Par conséquent, le dégossage devait fonctionner parfaitement, sans excès ni insuffisance. Pour cela, il fallait donc mesurer le champ magnétique de chaque navire individuellement, un processus qui pouvait être réalisé avec un détecteur à bord du navire, ou, plus couramment, on pouvait faire passer le navire devant des appareils de mesure à une vitesse constante, où les ingénieurs pouvaient déterminer le champ magnétique du navire, et aussi connaître la quantité d'énergie à faire circuler dans les câbles. Ces dernières procédures ont beaucoup réduit l'utilisation du dégazage, car il devait être effectué périodiquement sur chaque navire. Tout cela était dû au fait que le magnétisme des navires changeait avec l'utilisation. Mais comme c'était la seule contre-mesure fiable contre les mines à l'époque, elle a été utilisée jusqu'à la fin de la guerre. Malgré sa complexité, le faible changement dans les pertes a poussé les Allemands à commencer à mettre en œuvre désespérément des mines plus complexes, comme les mines acoustiques magnétiques. La Einheitsmine F fut la première mine de ce type. Désormais, les mines allemandes n'étaient plus seulement guidées par le critère magnétique, mais aussi par le critère acoustique. Et cela aurait pu être le coup de grâce pour le système. Mais en réalité, ce fut tout le contraire. La désaimantation protégeait encore partiellement les navires, car l'activation des nouvelles mines allemandes dépendait des facteurs magnétiques et acoustiques, pas seulement magnétiques. Et en plus, cela a forcé les Allemands à fabriquer des mines plus coûteuses à produire, ce qui a considérablement réduit le nombre de mines larguées. La désaimantation a été si efficace qu'aucun navire allié n'en était dépourvu comme nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir sur ce graphique de la marine des États-Unis, où l'on constate qu'en 1945, plus de 12 000 navires étaient équipés ou avaient été équipés de systèmes de désaimantation. Le calibrage devenait de plus en plus coûteux à mesure que le nombre de navires alliés augmentait, ce qui a conduit à l'apparition de systèmes plus avancés et plus efficaces. Une technologie reste utilisée aujourd'hui en plus de la désaimantation. Mais c'est un sujet bien trop intéressant pour simplement le mentionner, alors nous le garderons pour la prochaine vidéo. Saviez-vous que la plupart des torpilles de toutes les nations ont le même calibre de 533 mm? Eh bien, dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.